Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un morceau d'histoire absolument fascinant, la période de l'Assemblée constituante de 1789 à 1791. En fait, c'est un peu le dilemme ultime de l'architecte, imaginez le truc. Vous devez reconstruire de A à Z les fondations d'un bâtiment millénaire, en l'occurrence le système féodal, pendant que le toit est littéralement en feu, que les murs tremblent et que les locataires se révoltent à l'intérieur. C'est exactement le défi colossal auquel ces députés ont fait face. Ils ont dû bâtir un ordre politique totalement nouveau sur les cendres encore brûlantes d'un régime en train de s'effondrer. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour reconstruire une nation en flammes ? Parce qu'à la fin des années 1780, il faut se rappeler que la monarchie française est complètement étouffée par la dette. Le budget de l'État sert quasiment juste à rembourser les intérêts, notamment à cause de la guerre d'indépendance américaine. Et par-dessus le marché, on a une crise des subsistances terrible. Le prix du pain explose, les gens ont faim, et tout le système institutionnel est paralysé. Rédiger une constitution dans ce contexte de panique économique et d'émeute, ça paraît juste impossible. Sans compter qu'on a un roi, Louis XVI, dont les réactions sont, disons, assez imprévisibles. Et pourtant, c'est précisément ce chaos absolu qui va forcer la naissance d'un monde radicalement nouveau. Allez, on plonge directement dans notre première partie, la naissance de l'Assemblée. Ce qui est dingue avec le printemps 1789, c'est la vitesse à laquelle les événements s'enchaînent. Ça donne presque le vertige. Le 5 mai, les États généraux s'ouvrent à Versailles, dans une ambiance, on imagine bien, hyper tendue. Les députés du tiers-État, qui représentent quand même plus de 95% des Français, se font royalement snober par le protocole. Mais poussés par des textes très forts de l'époque, comme le fameux « Qu'est-ce que le tiers-État » de Sieyès, ils décident de prendre les choses en main. Le 17 juin, coup de théâtre, ils se proclament unilatéralement Assemblée nationale. 3 jours plus tard, bam, on leur ferme les portes de leur salle. Pas de problème, ils filent dans un gymnase juste à côté et prêtent le fameux serment du jeu de paume. Ils jurent de ne pas bouger tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à la France. Et le 9 juillet, cette assemblée devient officiellement constituante. En quelques semaines à peine, ils ont complètement fissuré l'édifice de la monarchie absolue. Et là, il y a un moment de défiance incroyable qu'il faut souligner. Ça se passe le 23 juin. Le roi ordonne aux députés de se séparer. Les gardes armés sont là, la tension est palpable, on frôle la dissolution par la force. Mais les députés du tiers-État ne bougent pas d'un pouce. Et c'est là que Jean-Sylvain Baille, le doyen, lâche cette phrase historique au maître des cérémonies « La nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne ». Oser dire ça face à l'incarnation même du pouvoir absolu à cette époque, c'est d'un courage inouï. C'est vraiment la bascule symbolique vers la souveraineté nationale. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'été de la Révolution. Bon, ce qui est vraiment fascinant à ce moment-là, c'est le contraste total entre les grands débats philosophiques très calmes de l'Assemblée et la violence brutale qui explose dehors. À Paris, le peuple panique face au mouvement de troupes et ça finit par la prise de la Bastille le 14 juillet. Mais attention, ça ne chauffe pas qu'à Paris. Dans les campagnes, on assiste à un phénomène de paranoïa collective complètement fou qu'on appelle la Grande Peur. Les paysans s'arment, attaquent les châteaux, brûlent les registres seigneuriaux. Bref, la France rurale est hors de contrôle. Et pour éteindre cet incendie et sauver ce qui reste des propriétés, l'Assemblée n'a pas le choix. Dans l'urgence absolue, en pleine nuit du 4 août, elle abolit les privilèges et les droits féodaux. C'est littéralement la fin de l'ancien régime social, provoqué par la pression de la rue. Et pourtant, au beau milieu de ce tourbillon, alors que le pays est à feu et à sang, l'Assemblée fait une pause. Il s'arrête pour rédiger un texte fondamental, un vrai projet universel. Le 26 août 1789, ils adoptent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un texte profondément inspiré des Lumières, qui grave dans le marbre l'égalité juridique, la liberté d'expression et la souveraineté de la nation. Le paradoxe est quand même énorme. Ils sont en train de théoriser la liberté universelle dans les textes, pendant qu'ils doivent gérer au jour le jour une population en pleine rébellion, parce qu'elle meurt de faim. Et oui, parce que les belles déclarations sur du parchemin, ça ne remplit pas les ventres. Et à l'automne, le manque de pain provoque un nouveau basculement décisif. Les 5 et 6 octobre, des milliers de femmes, exaspérées par la faim, marchent sur Versailles. La foule envahit le palais, ça devient très violent, et le roi est finalement forcé de quitter sa bulle versaillaise pour s'installer aux Tuileries, à Paris. Évidemment, l'Assemblée est bien obligée de faire ses valises et de le suivre. C'est un changement de dynamique majeur. Le roi n'est plus ce monarque intouchable au bout de son domaine, il est désormais au cœur de la capitale, avec l'Assemblée, sous la pression constante et la surveillance directe du peuple parisien. On passe tout de suite à la troisième partie, la régénération de la France. C'est là qu'on voit vraiment l'ambition monumentale de l'Assemblée. Sous l'Ancien Régime, la carte administrative de la France, c'était un vrai cauchemar bureaucratique. Un empilement illogique de provinces, de diocèses, de parlements qui se croisaient dans tous les sens. Alors l'Assemblée a dit « stop ». On efface tout. Ils ont créé un système hyper rationnel et géométrique, 83 départements, avec des limites claires et des noms neutres de fleuves ou de montagnes. Mais attention, derrière cette logique administrative se cache un brillant coup de génie politique. En cassant les anciennes provinces, ils s'assuraient que la loyauté des citoyens se tournerait désormais vers le nouvel État central unifié et non plus vers leur seigneur ou leur vieille tradition locale. C'est fort, non ?
Ensuite, il fallait absolument régler la question de l'Église. L'État était toujours au bord de la faillite, donc l'Assemblée avait déjà pris la décision radicale de confisquer les biens de l'Église pour renflouer les caisses. Du coup, les prêtres n'avaient plus de revenus traditionnels. C'est là qu'intervient la Constitution civile du clergé en juillet 1790. En gros, cette loi transforme les ecclésiastiques en simples fonctionnaires, payés directement par l'État. Et ce n'est pas tout, ils doivent désormais être élus par les citoyens et prêter un serment solennel de fidélité à la nation et au roi. Le tout, bien sûr, imposé unilatéralement, sans demander la moindre permission au pape. Sauf que ça va provoquer une fracture monumentale au sein de la société. Pour la faire simple, le clergé va se couper en deux. D'un côté, on a les prêtres dits jureurs, qui se plient à la loi et acceptent de prêter le serment patriotique. De l'autre, les prêtres réfractaires, qui refusent tout net par fidélité inébranlable au pape. Et cette mesure, qui se voulait purement administrative au départ, va venir bouleverser la vie de paysans souvent très pieux. La messe du dimanche se transforme soudainement en un sujet de tension politique énorme. C'est crucial à comprendre, car loin d'unifier la nation, cette décision va profondément diviser les campagnes et semer les graines de la future guerre civile, particulièrement dans l'ouest de la France. Allez, on aborde la dernière ligne de droite avec notre quatrième partie, la Constitution de 1791. Alors après tous ces grands idéaux d'égalité universelle proclamés avec fierté en 1789, regardons un peu le résultat final de cette fameuse Constitution. C'est là que ça devient vraiment paradoxal. On se retrouve avec une monarchie constitutionnelle basée sur un suffrage dit censitaire. Concrètement, ça veut dire que le droit de vote dépend de votre niveau de richesse. On a donc d'un côté environ 4,3 millions de citoyens actifs, des hommes qui payent assez d'impôts pour avoir le droit de voter, et de l'autre, près de 3 millions de citoyens passifs, jugés trop pauvres, qui en sont totalement exclus, sans même parler des femmes qui n'ont aucun droit politique. C'est le grand paradoxe fondateur de la période. On abolit l'aristocratie de sang, mais c'est pour la remplacer presque aussitôt par une hiérarchie sociale basée sur l'argent et la propriété. Et Louis XVI attend tout ça. Eh bien, il perd définitivement son statut de souverain absolu de droit divin. Il devient en quelque sorte le premier fonctionnaire de l'État, chargé du pouvoir exécutif. L'immense pouvoir de voter les lois, lui, passe entièrement à une assemblée législative unique. Mais pour maintenir une sorte de contre-pouvoir théorique, les rédacteurs accordent au roi un veto suspensif, c'est-à-dire le droit de bloquer temporairement une loi. Sur le papier, ça a du sens, mais en pratique, ça va être un désastre absolu. Le roi va utiliser ce veto à répétition, ce qui va complètement exaspérer la population au point qu'on va le surnommer avec mépris « Monsieur Veto ». Ce mécanisme, censé apaiser les choses, va au contraire paralyser le système et détruire la confiance populaire. Du coup, ça nous amène à cette question fondamentale. Un système politique basé sur un tel compromis forcé, ça pouvait vraiment survivre sur la durée ? On a une assemblée survoltée d'un côté, et de l'autre, un roi qui, au fond, n'a jamais vraiment accepté de perdre ses pouvoirs. Surtout après sa tentative de fuite ratée vers Varennes, qui a brisé pour de bon le pacte de confiance avec la nation. La Constitution de 1791, c'est une véritable merveille de mécanique juridique sur le papier. Mais bâtie sur le sable de l'inflation, des tensions sociales et de la méfiance, elle était extrêmement fragile. C'est l'aboutissement du travail titanesque de l'Assemblée constituante. Mais c'est aussi le prologue inévitable d'une révolution qui allait devenir beaucoup plus radicale. Alors d'après vous, l'effondrement de ce fragile équilibre était-il écrit dès le premier jour ?